C'est pas mon... Aujourd'hui, dans le film, là, on voit que c'est un projet de plus traiter, que c'est un objectif. Et aujourd'hui, ça y est, on ne traite plus du tout les mines. Bon, l'an dernier, le climat était assez sain, donc ça s'est fait, on a fait une fois et la récolte nous allait bien, enfin était jolie. On a donc même fait des parcelles avec zéro. Quelques parcelles avec zéro. Oui, c'est vrai. Et voilà, et le résultat nous convenait, donc on s'est dit, cette année, risquons de ne plus du tout traiter. Donc cette année, on n'a mis aucun traitement et on est content. Enfin voilà, la récolte est plutôt bien, ça s'est bien vinifié. C'est extraordinaire d'avoir des beaux raisins avec rien. On vit sur le domaine en fait, donc, avec les enfants. Donc, et donc du coup, on plante des arbres à nos heures, enfin tout le temps. Mais et pour que ça fonctionne, on ne travaille plus les sols. Et voilà, donc les arbres sont plantés vraiment sur le rang. Et voilà, et entre les rangs, c'est de l'herbe. Et comment vous allez faire justement pour passer s'il y a des ronces? En coupant l'herbe entre les, entre les rangs, oui. En fait, voilà, ça permet d'accéder toujours aux vignes et aux arbres qui sont entre les pieds de vigne, en fait, qui sont sur le rang, les arbres. L'idée, c'est qu'après la vigne, qui est une liane, finalement, grimpe dans l'arbre, voilà, qu'on garde l'arbre à taille humaine pour pouvoir récolter. Voilà, donc ça sera trogné à taille humaine. La vigne va grimper. Ça sera quand même un peu taillé tous les ans, mais on y accédera entre les rangs. L'an dernier, c'est les moutons c'est l'objectif. Qui ont tondu l'herbe. Ah oui, ça se fait beaucoup, oui. Oui, mais la bergère est venue la semaine dernière et elle a été catastrophée par le peu d'herbe qu'il y avait. Donc, on ne sait pas quoi faire. Enfin, il n'y a pas d'herbe. On est, comme tu disais, sur Sigean. On est sur pluviométrie depuis le 1er janvier. On est à 306 mm, plus 10 hier, 316. Et au lieu de un mois avant c'est 550. 300, c'est un climat aride, c'est un climat désertique. Ouais. Donc c'est compliqué. D'où l'urgence de planter des arbres. Parce que l'arbre fait de l'évapotranspiration, recrée le cycle de l'eau, crée de l'humidité qui va aller dans l'atmosphère, qui va rafraîchir l'atmosphère. Il y a des arbres qui vont très profond, plus profond que la vigne, qui vont remonter l'humidité. Et puis il y a des arbres comme le nerfreux à la terne ou même le lierre qui sont plus froids que les autres et ils vont récupérer de la condensation et la réintégrer dans le sol. Donc en fait, à tous les niveaux, il faut planter des arbres. Si on veut de l'eau, après on peut se satisfaire de devenir le futur Sahara. Mais on a un peu d'eau, mais s'il ne pleut pas, elle ne se refait pas. Ouais. Et oui, le Minervois a des très belles nappes phréatiques. Mais il faut quand même qu'il pleuve un jour. Est-ce que pas profond. On en a sur une jeune vigne là, qu'on a vue à l'image, la nappe elle est à 10 mètres, même pas. Quand vous dites que les arbres vont chercher de l'eau, oui. et donc quel est le processus en quoi ça nourrit la vigne? En fait, l'ennemi du sol, c'est le soleil, c'est les rayons UV du soleil, comme nous à la plage, pareil. Si le sol est vivant, il va se faire des mycorhizes. Les mycorhizes, c'est la symbiose racine-champignon. Et c'est ce qui fait que les plantes peuvent communiquer entre elles. Parce que tout s'intermêle entre les champignons et les racines. Ça permet à la plante de récupérer des minéraux. Enfin, tout le monde vit l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit que les arbres communiquent entre eux, les arbres et les plantes. Donc il y en a qui vont chercher l'eau très très profondément, ils la remontent et ils partagent avec la ville. Oui, mais ce qui est passionnant, c'est que tout s'entremêle et tout se partage, alors que en sol mort, il n'y a pas ces mycorhizes, ça ne partage pas, l'arbre pompe à la place de la vigne, et du coup on entend chaque fois, mais l'arbre il concurrence la vigne, l'arbre il ne fait pas des raisins, etc. Mais en sol vivant, c'est l'ami, en sol mort, c'est l'ennemi. Est-ce que vous avez je connais un peu, des conseils, des spécialistes ou des savants, il y a des associations qui, pas la seule propriété ou le seul domaine. J'ai vu dans Le Monde, le journal, y compris en Bordelais et en Bourgogne, il y a déjà aussi des tentatives. Donc c'est pas que dans l'Occitanie. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans le film, mais oui, c'est né d'une... Les cépages que vous utilisez,
Est-ce que ce sont d'anciens cépages, comme l'aramon? Oui, mais tout, Carignan, Sasso, Syrah, Grenache, Morvan, tout. Et on a planté des parcelles multicépages, effectivement avec des cépages anciens aussi. Il y a des cépages plus sensibles aux maladies, comme le Carignan, qui est quand même un cépage traditionnel. Il y en a qui sont plus résistants, donc est-ce que vous avez fait un choix parmi ceux-là pour ne pas traiter? Non, alors là, cette année, 100% du domaine n'a pas été traité. Donc, y compris Carignan non traités n'ont pas eu de Widio, de Cloïdium? Si, un peu d'oïdium, si, certains. Donc on a dû beaucoup trier, retrier, parce qu'on n'est pas encore à autant d'arbres qu'on voudrait. Là, on met un peu la charrue avant les bœufs, dans le sens où on n'a pas encore tous les arbres, mais on a quand même décidé d'arrêter de traiter, parce que sinon, on n'arrêtera jamais. Après, effectivement, ce choix de culture, c'est aussi accepter qu'il y a certains pieds de vigne qui soient attaqués par le mildiou, l'oïdium, etc. Mais ça ne sera pas répandu à toute la parcelle, parce que la végétation fait des barrières naturelles. Mais effectivement, en choisissant ce mode de culture, on accepte quand même que tous les pieds ne soient pas... Et là, vous gérez quelle surface de vigne? 100 hectares. Tout ça. Et vos plus grandes surfaces en bloc? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas des grandes surfaces. Oui, c'est pour ça qu'on disait qu'on coupe coupe les parcelles. Ouais. Il y a une centaine de parcelles, mais certaines assez grandes. Mais bon, chaque jour qui passe, la monoculture, on la casse. C'est ça l'objectif, c'est de casser la monoculture. Il n'y a rien de plus fragile que la monoculture, même au niveau des forêts, etc. Donc on casse tout ça. Mais à la base, il y a quelques grandes parcelles. Je suis local, quoi. Et historiquement, je me rappelle, quelques dizaines d'années, il y avait eu une démarche un petit peu comme la vôtre. Et il y avait, entre guillemets, les écolos, ils avaient fait sur Ribot. Ribot, un centre d'expérimentation où ils faisaient la culture bio, où ils ne traitaient pas, où ils faisaient tout un tas de trucs. Et moi, j'ai justement conversé avec un monsieur qui était très, très adepte de ce genre de culture. C'est-à-dire, on laisse la nature parler, tout ça. Et doit s'établir un certain équilibre qui fera que l'idée paraissait très très séduisante, tout ça. La réalité pratique, c'est qu'à Ribot, les gens qui ont expérimenté ça se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à des résultats probants. C'est-à-dire qu'ils faisaient une comparaison de production par rapport à une culture traditionnelle, tout ça. Et le gars en question là, me disait les vignes que je ne traite pas en fait, si elles sont limitrophes d'une culture traditionnelle, l'ajout des traitements du voisin, qui travaille traditionnel, va venir me sauver un petit peu la récolte. Alors, voilà ce que me disait le gars d'un point de vue pratique. Le gars était assez pragmatique et il m'a dit bon, j'adhère à ces idées-là, tout ça, mais pratiquement la nature, ou alors il faudrait tous arrêter, se sacrifier de tout pour que ça reparte. Mais on ne peut pas faire une juxtaposition de gars qui font votre démarche, qui est très honorifique, c'est tout à votre honneur, à côté d'un truc qui va peut-être... Je vous souhaite tout le succès possible. Non, mais je vais vous répondre. L'expérience a déjà montré d'une certaine façon. Peut-être votre exemple n'est pas à comparer à ce qui se pratiquait à Ribot. D'un point de vue écolo, il y a 30 ans. Non, mais là, d'abord, primo, je ne pense pas qu'ils plantaient des arbres dans les rangs de vigne, je ne pense pas. Ouais, donc c'est déjà pas la même expérimentation. Nous on recrée du vivant, pas de l'industriel aménagé. Et après, l'objectif, c'est de retrouver une fertilité naturelle. Donc un peu comme une forêt, un sol forestier. Il y a les feuilles qui tombent, les branches qui tombent, ça fait de l'humus et ça fait la fertilité. Vous ne mettez pas d'engrais dans une forêt. Donc c'est ça l'objectif, fertilité naturelle. La fertilité naturelle, elle va être à 30 ou 40 hectolitres hectares. Quand on a du 100 ou du 150, c'est une fertilité artificielle. Voilà. Et côté ça, la production va baisser. Ça, c'est par rapport à dire une oui, après, oui, là, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on veut une fertilité artificielle ou une fertilité naturelle? C'est un choix, c'est sûr. Le seul bémol à la fertilité artificielle, c'est qu'on observe une désertification des sols de façon générale en Occident, États-Unis, Europe. Donc ça, c'est un constat. Il y a la matière organique qui baisse.
Et en plus, je ne vous parle même pas des problèmes d'eau qu'on va peut-être rencontrer ou pas. Mais on a une désertification des sols sur une culture industrielle, ça c'est observé. Et après, moi je veux bien faire aussi de l'industriel, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu une manifestation à Narbonne, l'État achète les stocks. Donc le modèle, je ne sais pas quel est le bon modèle, mais en tout cas, il ne fonctionne pas terriblement bien. Et après, il y a le... Donc nous, on est sur un creux, parce qu'on a arrêté les engrais, mais on n'est pas encore à une fertilité naturelle. Donc vous avez raison, on est sur des rendements assez bas. Et on compense par le prix des vins beaucoup plus haut. Mais si le jour où on aura une fertilité naturelle, on pourra avoir des prix plus raisonnables. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des prix de vente du vin assez hauts pour compenser cette perte de récolte. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas répondu à ma question. Toujours pas, non. Coaché, hein, c'est ça qui nous... Les conseils, les savants, ou je sais qu'il y en a dans le Gers ou en Gascogne qui sont venus, ou qui vous conseillent, qui vous aident. Oui, bah ça c'est Franz, hein, c'est surtout toi, ce n'est d'une rencontre. Ouais. Tu peux expliquer qui c'est quoi. Alors, en 2 mots, l'histoire, c'est qu'on a toujours convergé vers le moins de traitement possible. Mais 2018, on s'est fait ravager par le mildiou. Mais ravager. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a quasiment rien récolté. Il y avait des vignes, on faisait un seau par vigne. Enfin, c'était... donc, on s'est quand même pas mal remis en question. Qu'est-ce qu'on fait ? On reva vers du conventionnel comme on n'en avait jamais fait, et donc c'était non. On arrête, ça c'était aussi une bonne idée. Ou alors on va vers une 3e voie, mais il faut la trouver. Et en fait, à une conférence où je suis allé, il y avait Hervé Covès qui animait une conférence. Hervé Covès, il est ingénieur agronome, spécialiste de la mycorhize justement et des arbres. Et donc j'étais ébloui par sa conférence, et à la fin je suis allé le voir, je dis voilà, nous on voudrait ne plus du tout traiter parce que tout est bancal, on traite un peu, mais alors c'est beaucoup et en même temps c'est pas assez par rapport à l'année 2018 où on a tout perdu. Donc il m'a dit banco on y va, il va falloir planter beaucoup d'arbres. Voilà, et donc tout est parti de là. Et donc on y est allé petit à petit. Bon, maintenant on plante beaucoup au maximum. Il se trouve que c'est de plus en plus regardé la biodiversité, les plantations d'arbres, etc. Donc aujourd'hui, on a Vinci Autoroute qui va nous financer 20 000 végétaux à planter sur 1 hectare. C'est incroyable. Ouais. Vinci Auto, la fondation Vinci Autoroute. Même Ouais. Alors justement, ça rejoint ta question. Il demande en contrepartie un suivi scientifique. Justement, oui, un suivi scientifique d'indicateurs, de mise en place d'indicateurs et de suivi de l'accroissement des arbres, de la biodiversité, de la fertilité, enfin tous les indicateurs qu'on pourra mettre en place, comme les vers de terre qu'on a pu voir à l'écran. Et là, on est sur un gros projet. Avec un constructeur de satellites, plus le CNRS, pour aller encore plus loin que sur 20 000 végétaux. Alors, un phénomène très simple à expliquer par rapport aux arbres et par rapport à la séquence qu'on vit. L'arbre va puiser très profondément, notamment le frêne qui vient naturellement dans la plaine de Narbonne, qui a été complètement arraché parce qu'il y a des endroits dans la plaine de Narbonne où il n'y a plus un arbre, pour faciliter la mécanisation du nettoyage des fossés. Ce qui se passe d'un point de vue très naturel, tout le monde va comprendre, l'arbre par évapotranspiration va créer une énergie négative, enfin par rapport à l'ambiance, va créer une zone entre guillemets froide, passe au-dessus de nos têtes des nuages qui sont chargés d'eau comme jamais, avec l'évaporation et le réchauffement. Et pour qu'il y ait un phénomène de condensation, c'est-à-dire de précipitation, c'est un échange d'énergie thermique qui va s'opérer. Exemple, la forêt appelle l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a la forêt. Oui, c'est ça. Et qui disent los biels, si vos vezes pleuve, te cal planta d'arbres. Dijeron los biels, ahí son los... Traduit. Fais la traduction pour les francophones. Ah ouais, les anciens disaient si tu veux voir pleuvoir,
il te faut planter des arbres. Et c'est tout à fait ça. En fait, il y a des microparticules qui vont monter et qui vont déclencher. C'est un problème de contraste thermique et d'échange de chaleur. Ouais. Quand il y a une partie froide, il y a un problème de condensation. Je dois en parler, moi je suis frigoriste. Donc, non, mais ça marche aussi. Pourquoi la forêt amazonienne? Eh bien parce qu'il y a une humidité, cette humidité fait du froid. Vous mettez de l'eau par terre en plein été, vous savez, tout le monde ressent une certaine fraîcheur. Et Voilà. Si vous avez un sol chaud avec le soleil, eh bien, le nuage qui est chargé d'eau, il passera au-dessus et il se barre et on n'a rien. Inversement, si vous avez une partie froide, eh bien, vous aurez des précipitations. Les corbières, c'est un massacre écologique du siècle passé, parce que c'était une forêt immense. Hein? On en a fait des bateaux, on en a Colbert, pour la guerre, tout ça. Hein? Mais du temps des Romains, il n'y avait pas que la Berre qui coulait. Il y avait d'autres ruisseaux. Et quand vous voyez le débit de la Berre, maintenant, c'est ridicule. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est le désert qui crée la sécheresse, c'est pas la sécheresse qui crée le désert. Et là, on nous a fait passer un document de 1946 d'un conseiller de la Chambre d'agriculture qui venait intervenir au syndicat du Minervois, 1946. Le titre du document, c'est « Le Minervois va-t-il devenir un désert ?» Et la conclusion, c'était « Si on veut qu'il ne devienne pas un désert, il faut planter des arbres. » Non mais c'est incroyable. Et donc, vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour que Eh bien, le contraire? La monoculture entraîne la mécanisation entraîne la monoculture pour toujours tout simplifier, toujours. Pourquoi la monoculture alors? Parce que moins, C'est le modèle économique. voilà, moins on va dépenser et plus on va avoir des rendements, plus on va gagner d'argent. Oui, Surtout. à court terme, quoi. Ah oui, mais. Gagner de l'argent sauf dans les crises où il faut faire distiller par l'Europe ou arracher. C'est ça le problème. Et oui, le système est allé tellement loin qu'on surproduit. Et donc c'est un peu. Les prix baissent et on ne vit même plus de ce qu'on fait. Revenir à la partie culture, il y a un autre grand domaine qui est en biodynamie et agroforesterie dans l'Aude, c'est à Salles-d'Aude, le domaine de Céléran. Et donc, là, ils ont choisi un système différent, ce sont des îlots végétaux avec des îlots de vignes côte à côte. Et ensuite, il y a une phase buissonnante qui entoure la parcelle avec au-dessus de l'olivier. Et tous les sols sont travaillés. C'est à l'opposé de ce du film qu'on vient de voir. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que vous avez un cahier des charges, sûrement pour vous c'est Déméter, mais qui vous permet, qui vous laisse une initiative? Non, nous, c'est pas Déméter. Biodynamie, c'est pas... Non, mais nous on n'est plus là-dedans. On est beaucoup plus loin. On est dans le non-traitement. Déméter, c'est, si vous voulez, vous avez le conventionnel, c'est le bazooka. C'est les produits Bayer, ça détruit tout. Vous avez le bio qui va choisir des produits non de synthèse, mais vous avez quand même des produits qui ne sont pas de synthèse, qui sont naturels, mais qui ne sont pas forcément très très bons. L'arsenic, c'est naturel, le cyanure, c'est naturel. Le pire, c'est l'acide pélargonique, qui est un gros destructeur. Vous avez la biodynamie qui va encore plus loin sur des préparations, des décoctions très propres, mais ça reste des interventions, ça reste toujours, je constate qu'il y a un problème, je le corrige. Nous ce qu'on cherche, c'est à anticiper avant que le problème arrive, à renforcer l'immunité naturelle de la vigne, qu'on n'ait plus besoin de mettre des produits tout le temps. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc on n'est pas. Et Céléran, il se trouve qu'on connaît bien celui qui s'en occupe. Il n'est pas du tout. Voilà, il laboure. Il n'est pas du tout. Il est dans le contrôle. Mais c'est Gérard Bertrand. Hein, il fait tout en biodynamie. C'est très très bien ce qu'il fait. C'est un progrès énorme. Mais c'est très très interventionniste. Donc c'est pas du tout ce qu'on fait. Vous êtes sans intervention. Aucune. C'est quand même, de donner l'accès aux vignes, c'est d'aller trogner les arbres, il faut que ça soit accessible quand même, qu'on puisse ramasser les raisins, quand même une vigne taillée produit des raisins quand même un peu plus gros qu'une vigne non taillée qui va créer des... Enfin voilà, il y a un peu d'intervention quand même pour avoir du raisin. Ouais. Une taille sommaire, qu'est-ce que vous faites? Là pour le moment on est encore en taille normale, mais moi, je le vois arriver qu'on fera une taille sommaire. Ouais. Je le sens là. En quelque sorte, un bataillage. Ouais, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas que ça aille trop haut. Voilà. La dernière intervention qu'on fait, c'est récolter. En clair, vous devenez les squatteurs de la vigne.
Oui. Ouais, bon, après, il faut qu'il y ait quand même des rangs. Je vous dis qu'on a accès à la vigne. Voilà, il y a quand même des choses. Et après, par exemple, là, autour de nos parcelles, il y a certaines parcelles où il y a beaucoup de résineux autour, de pins, etc. Ça, vraiment, avec la vigne, c'est quand même pas l'idéal. Ça tue les vignes qui sont près des pins. Voilà, donc ça, il faudrait trouver. Et le rendement moyen que vous obtenez? Là, on est au creux, on est entre 5 et 20 hectolitres hectare. Et l'objectif, c'est entre 30 et 30. L'objectif, c'est 30. 30, 35. Mais pour ça, il faut beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles, de branches, beaucoup de carbone. Et en réalité économique, ça donne quoi? Ça donne qu'au lieu de vendre 5 €, faire du 100 hectolitres à 5 €, nous fait du 5 hectolitres à 100 €. Oui, le prix actuellement là, des AOC, il est à 147 € en moyenne. Là, sur les Non, mais 100 € la bouteille, je parle de la bouteille. La bouteille. Oui. Après, il y a un La effort. moyenne, c'est 30 €. Ouais, 30 €. Entre les moins chers et les plus chers. Pour arriver à vendre ces bouteilles. Oui, moi j'y participe très fortement. Il y a un engagement commercial énorme pour compenser, ce que je disais tout à l'heure, pour compenser le rendement. Mais c'est sûr qu'on est complètement coupé du marché du vrac, parce que même à 100 € l'hectolitre, si vous faites 5 hectolitres hectare, ça vous fait 500 €. Tandis que quand vous faites 5 hectolitres, ça vous fait 600 bouteilles. Si vous vendez 600 bouteilles à 30 €, ça vous fait 18 000 €. Voilà. Donc mais ça, c'est aujourd'hui, j'espère que c'est provisoire. Il y a énormément de belles restaurations, de beaux établissements. C'est assez incroyable. Il y a 601 étoiles, 62 étoiles. On est à 700 étoilés en France. C'est énorme. Vous êtes dans combien de restaurants? Aujourd'hui, on n'est que dans une centaine. Il y a le Michelin avec tous les noms étoilés. Il y a le Goemio, vous avez The Fork, vous avez le Fooding, vous avez une quantité de restaurants moyens haut de gamme énorme. Il y a les bars à vin, mais il y en a combien des bars à vin? Et eux, ils vendent toutes sortes de vins, du 5 €, du 3 € jusqu'à du 500. Vous avez des restaurants, des établissements, mais enfin, il est très très vaste. Ouais, juste pour vous dire, on va sur des jus de raisin de nos vignes, sans produit, sans rien, qui vont dans des grands restaurants, dans des menus sans alcool. Il y a un ami catalan qui va par là, On va le dire en français. Français. Pour revenir sur la question des arbres, Ouais. est-ce que vous les choisissez, sachant qu'il y a tel cépage, telle pluviométrie, parce que les arbres sont fragiles, on le sait, les platanes, on les arrache, on les décapite. Monoculture, les platanes en monoculture. Oui, sur les berges. Là, alors vous, qu'est-ce que vous choisissez pour être tranquille? Les frênes. Ouais, les frênes, c'est des arbres pionniers. Mais ils vivent pas très longtemps, ils vivent 50 ans. Des saules, ça, c'est des arbres remarquables. On a mis pas mal de fruitiers quand même aussi, qui vont très bien avec la vigne. Des fruitiers, pêchers, abricotiers, cerisiers. Oui, et puis figuier. Oui, Et pourquoi les fruitiers? C'est intéressant. Ça attire les abeilles aussi, non? Plus possible de différents. Et en plus, les arbres fruitiers, on peut les exploiter. Alors même s'ils ne sont pas alignés, ils ne seront pas alignés, il n'y aura pas 10 cerisiers côte à côte, on peut les exploiter pour faire des produits dérivés. Enfin, là, on fait actuellement des confitures avec, parce qu'on a, on utilise les figuiers, mûres, bigaradiers, parce qu'on a quelques bigaradiers. Qu'est-ce qu'on a fait? Prunes. Voilà, pour l'instant, les fruitiers qui produisent. Et voilà, et l'idée, c'est de varier la production aussi, quoi. Pas que le raisin. Et après, beaucoup de fruitiers sont de la famille des rosacées, et les rosacées luttent naturellement contre l'oïdium. Donc, ils le partagent avec la vigne, la lutte contre l'oïdium. De restauration d'un cycle écologique durable, je veux dire, avec toutes ces composantes, les arbres, le cépage, les insectes, est-ce que ça garantit une vie pérenne pour votre domaine Et ce que dit Emmanuel, il y a beaucoup de biodiversité. Est-ce qu'il y a des viticulteurs qui s'intéressent à votre expérience? L'année dernière, il y en a 2 qui sont venus vendanger. Ils ne croyaient pas qu'on pouvait faire des raisins sans produit. Après, on se fait de plus. L'agglo de Carcassonne est venu nous voir, elle voudrait faire quelque chose.
ça c'est magnifique, on a l'école de Siran qui va venir planter des arbres dans la vigne, donc moyennant subvention, donc c'est que des enfants de viticulteurs. Ça c'est beau. Il y a l'IME de Pépieux qui vient, mais ce sont des enfants handicapés, mais c'est beau aussi, qui viennent planter des arbres. Bon, il y en a qui passent, mais pour le moment on est un peu quand même... Enfin, il y a quand même, ça commence à bouger un peu, puisque tu cites ces écoles, proche de nous. Oui, oui. Ouais. Après, il y a beaucoup de vignerons, nous c'est beaucoup de coopérateurs autour de nous quand même, donc, qui n'ont pas du tout la même démarche, et eux, s'ils n'ont pas suffisamment de kilos de raisin, économiquement pour eux c'est pas viable, hein, donc c'est très différent. C'est que nous on a la chance d'avoir beaucoup d'hectares, quand même. Donc, du coup, même si ça produit moins, on aura toujours quand même un peu de raisin, un peu de bouteille à vendre. Sur le plan organoleptique, avec votre expérience, comment vous avez vu évoluer votre vin? Je voudrais que vous faisiez cette mode de culture sur le plan organoleptique, et qu'est-ce qui vous différencie votre vin d'un vin en biodynamie ou d'un vin en bio traditionnel? Au niveau du goût, c'est compliqué, c'est subjectif le vin. Donc très très compliqué. Il y a des bons vins partout, quel que soit. Nous on vend un savoir-faire. Et forcément, il est bon. Non, mais très compliqué. Oui, oui. Là, on vient d'être élu. Il y a quelques jours, on vient d'être classé dans le top 100 mondial des marques de luxe dans le vin et les spiritueux, par un jury américain, il y a quelques jours. Mais c'est génial pour nous, c'est super. Mais de là à dire que le vin, c'est compliqué. Si vous dites que nous, on a le meilleur vin, je suis super content. Mais nous, on ne peut pas dire que c'est le meilleur. Il y en a tellement. Enfin, vous voyez, Et juste, on n'avait pas répondu à une question. Donc, après la rencontre avec Hervé Covès, Hervé Covès, il fait partie de Arbres et Paysages 32, qui est une association qui œuvre beaucoup pour développer l'agroforesterie en France. Et c'est vraiment les pionniers de l'agroforesterie en France d'ailleurs. Et donc maintenant c'est eux qui nous coachent. Voilà. Donc, Hervé Covès, mais il y a aussi d'autres ingénieurs qui nous aident et qui viennent régulièrement au domaine pour nous orienter, nous aider. Oui, j'ai une question sur les arbres en harmonie. Les arbres qui poussent spontanément, ce sont les pins. Celui qui a un incendie, on voit sur la classe, et on dit que c'est une espèce qui est invasive. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y a des pins sur la photo, sur le film. Comment vous gérez ça? Vous dites on laisse pousser les arbres, mais pas les pins. Je suppose que les pins, vous les enlevez. Vous les enlevez dans les rangs, là où ils sont. Quoi. Parce que c'est terrible, ça. Oui, après on en a qui sont autour des vignes, comme des bois de pin, voilà, là il faudrait couper. Mais en fait le pin, c'est compatible avec des feuillus, mais il faut qu'il y ait l'équilibre qui soit là. Si vous n'avez que des résineux, là ça envahit. Et ça sèche. Les vignes qui sont près d'épinèdes, il faut 20 mètres. Quoi, oui. Non, ce que dit Emmanuel, il faudrait qu'il y ait une montagne de feuillus pour que que le pain ne sèche pas, parce qu'il sèche. Spontanément, c'est le pain qui arrive d'abord, donc il faut gérer ça. Oui, alors dans les vignes, on les coupe, c'est sûr. Ou alors, il faudra attendre 100 ans, quoi, qu'il y ait une belle 50 ans. Quoi, mais, donc en attendant, on les coupe. Mais moi, je voudrais répondre au concept d'invasif. En fait, ça n'existe pas, selon moi, ça c'est personnel. Ça existe. L'olivier de Bohème, il y a le pin ici, là, vous allez sur le bord de mer. Oui, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Oui, non, mais les espèces invasives, on en entend plein. Ça c'est clair. Même le sénesson du Cap, etc. Mais selon moi, ça n'existe pas. Pourquoi c'est invasif? Parce que la nature, elle est morte. Donc, vous avez un espace libre, ben vous y allez, à fond. Mais si vous avez l'espace qui est occupé, et bien occupé, ben vous y allez beaucoup moins. Donc, l'invasif, c'est le feu, il détruit tout. Il vous reste quoi? Il vous reste le chêne kermès parce qu'il a un bout du tronc qui est enterré, et puis les pins, ben là, ils y vont à fond. Parce qu'il n'y a plus rien. Mais dans un système bien vivant et bien riche, l'invasif,
sur nos parcelles, vous avez vu du Sénesson du Cap? On en a de temps en temps, mais on ne peut pas parler d'invasion. Alors que dans une parcelle qui est labourée, enfin, comme on connaît, c'est une plante invasive. Encore une question sur les arbres. Là, les fruitiers, il y a des fruitiers sensibles aux maladies, il y en a qui ne sont pas sensibles. Un grenadier, c'est tout malade. Un pêcher, à part le pêche de vigne, c'est compliqué. Il y en a qui réfléchissent sur les arbres qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, les pistachiers par exemple, donc c'est des fruits à coque qui peuvent faire un complément de revenu. Est-ce que ça vous regardez, c'est-à-dire de gérer, choisir les arbres que vous allez mettre dans vos vignes plutôt que de prendre ceux qui arrivent, quoi? Alors, on en revient à la monoculture. Un des fruits le plus traité en France ou en Europe ou je ne sais pas où, c'est la cerise. La cerise, c'est un des fruits les plus traités. Dès que vous avez un champ de cerisier, vous avez des maladies, vous traitez. Par contre, quand vous avez un cerisier, nous on a un cerisier dans une parcelle complètement isolée, et on ne traite pas, on ne traite jamais. La monoculture crée les maladies, crée les fragilités. Ma question, c'est mettre un pistachier, voilà. Et puis là-bas un cerisier, Ben voilà. là-bas un machin. Ben vous avez la réponse. Voilà. Tout ça, c'est oui. C'est ça. Mais vous l'organisez, ça? Ah oui. Parce que le pistachier, il ne va pas venir tout seul chez vous. Le pistachier Térémate, il vient tout seul. Mais le pistachier, pour les pistaches, il ne vient pas tout seul. Mais oui, ça s'organise tout à fait. D'ailleurs, sur ce projet Vinci, parce que ça coûte cher quand même de planter des arbres. Vous voyez, vous parlez des fruitiers. Un fruitier en jardinerie, c'est un billet. Ouais. Donc on plante beaucoup de figuiers, amandiers, oliviers, parce que c'est très facile à reproduire. D'ailleurs, on plante beaucoup d'arbres qui sont faciles à reproduire. Oui, dans la parcelle expérimentale avec Vinci, on va même mettre plein de cépages différents pour répondre à votre question tout à l'heure sur les cépages et les arbres. Vraiment, la distinction de cépage par cépage aujourd'hui, on y va à tâtons. Mais par contre, dans une parcelle expérimentale, on va mettre plein de cépages. La nature, elle trouve toujours une solution. Mais si tout le temps on l'empêche, on empêche la nature de s'exprimer, elle ne trouvera jamais la solution. Le buis, on l'avait considéré éradiqué, le buis. Et puis finalement, il y a des bestioles qui vont bouffer la pyrale, etc. Et donc on s'aperçoit que la nature a trouvé une solution. Et le phylloxéra, c'est pareil. Sauf que comme tout est greffé, la nature, elle ne trouve rien du tout. Et donc on est dans une impasse. Mais je suis intimement persuadé qu'il faut, au risque de perdre beaucoup de vignes, mais il faut planter franc de pied. Alors, la chance qu'on a, c'est que comme on a une certaine surface, on peut se permettre aussi, et comme on vend cher, d'avoir, de prendre des risques. Voilà. Est-ce que quand on se balade dans la nature, enfin, dans nos vignes ou les garrigues, enfin, autour des vignes, celles qui sont abandonnées, il y en a beaucoup. Soit l'exploitation n'a pas pu être poursuivie, soit la personne est morte, soit il n'y a plus les moyens. C'est laissé à l'abandon. Et là, on voit spontanément, au bout de quelques années, effectivement, c'est les pins qui arrivent au milieu des ceps crevés ou ce qui reste. Oui, et puis une vigne cultivée en conventionnel, le jour où on arrête, elle prend cher. Si c'est fait brutalement. Ah oui. Ah oui. Oui. À l'INRA, à Pêche Rouge, là, un chercheur de l'INRA me disait qu'ils font des expériences de vignes irriguées pendant 4 ou 5 ans, quel que soit l'âge, jeune, moyennement jeune ou vieille. Et au bout de 4-5 ans, quand on arrête tout d'un coup, au bout de 4-5 ans, elle meurt. Voilà, qu'elle soit jeune ou vieille. Si on l'assure, mais c'est un peu comme nous, un sportif, vous le dopez, le jour où vous arrêtez, il prend cher quand même. C'est exactement pareil. J'ai travaillé 20 ans à l'INRA Pêche-Rouge. Ah, excellent. Voilà, qu'est-ce que justement, vous, par rapport à cette sécheresse, ce changement climatique, qu'est-ce que vous travaillez sur quoi? Oui, ce qui peut vous aider actuellement, donc, c'est tout ce qui sort là, les vignes hybrides avant, Isabelle, Noah, machin, tout ça, là, interdit à tort, oui, c'est vrai. Ça fait des vins au goût différent. Ouais. Là, actuellement, ces vignes résistantes, elles seront à 99,5% vinifères. C'est-à-dire, vous aurez un Merlot, un Cabernet, là, et puis il y en a qui ont été croisés avec des raisins de table,
Il y a des variétés résistantes qui sont 6 fois plus riches que l'alicante, en polyphénol, qui servent à faire du jus de raisin, ça s'appelle fleur rouge. Donc il y a tout ça qui va sortir, qui sera très qualitatif, et ça c'est résistant au mildiou et à l'oïdium. Donc là, ça évite les années 2018 ou 2023 sur Bordeaux, quoi. Quand vous avez des pluies un peu type tropicales tous les ans, c'est sûr que là, voilà, donc ça résout ça. Et puis après, le problème de l'eau, je pense que c'est plus un problème de porte-greffe, de bon choix de porte-greffe aussi, cépage, sauf exception. Et puis après, l'eau, oui. Alors après, l'eau, les derniers programmes sortis, c'est de dire je fais de l'eau locale, j'utilise mon eau locale, mais à force d'utiliser que localement il y en a. Et le dernier programme qui est sorti, c'est ce qu'on appelle les eaux usées, les eaux usées traitées, c'est-à-dire on traite l'eau usée qui est riche en azote, en phosphore, en tout, par des UV. Donc il faut accepter, alors ça c'est industriel ou pas industriel, ça dépend de comment vous l'évaluez, mais ça peut être intéressant. Et après il y a les papillons aussi à gérer, qui pondent, enfin, le ver de la grappe. Il y a l'effervescence dorée à gérer, parce qu'à c'est un papillon. Oui. Alors là, bon, on va passer outre, je pense que des décrets préfectoraux, je pense qu'il y a un moment. Vous n'êtes pas le seul à le faire, mais voilà. Je pense qu'à un moment, il faudra quand même. Bon, là, l'État a décidé il devait taxer les produits phyto, il ne les taxe pas. Il devait taxer l'eau, il ne la taxe pas. Le glyphosate, il est prolongé. Donc, on n'est pas encore dans cette logique-là. Mais il y a un moment, il y a quand même. Il sort des études sur des maladies qui progressent. Donc, des maladies, pas que des vignerons. Non, J'ai travaillé avec un viticulteur qui est dans l'Hérault, lui qui est parti sur la permaculture, vigne et permaculture. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on fait en fait. Avec les lignes de niveau, il dit chaque goutte d'eau qui tombe, il faut qu'elle aille dans mon sol, il ne faut pas qu'elle ruisselle. Donc, empêcher tout ruissellement. Oui, c'est ça. D'où n'a pas été du tout abordé il y a 2 ans. D'où le problème qu'on a avec aussi, parce que le problème du Languedocien avec l'eau qui s'écoule vite parce qu'on a peur d'avoir trop d'eau quand il y a les épisodes Cévenol. Mais l'emmerdement, c'est une bonne réponse. Là, vous la retenez avec l'air. Ça contribue. Alors par contre, il y a des herbes qui consomment beaucoup d'eau. Et puis il y a celles qui sèchent quand c'est l'été. Alors après, il faut voir. Mais tout ça, c'est encore en construction, je trouve. Une luzerne, c'est une catastrophe, une luzerne. Je ne sais pas si vous l'avez, parce que ça pompe de l'eau. Donc ça sèche. Puis il y a des herbes, au contraire, qui sèchent quand il n'y a plus d'eau. Donc là, ça fait un bon couvert. Il y a 2 jours, il y a une présentation qui va tout à fait dans votre sens. C'est celle du labo du Vernet. Il a dit que la vie microbiologique du sol, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on stocke le carbone. Donc il faut favoriser la vie microbiologique du sol. Alors, il y a X solutions. Moi, j'en propose une. Il y en a peut-être d'autres. Donc, ça c'est une bonne option. Mais ce qui m'amuse, là, pour ces dossiers BRL, enfin, j'ai un certain âge, donc, quand le projet est venu, les Catalans disaient, on fait du vin depuis 2000 ans, on n'a jamais besoin d'eau, on ne veut pas d'eau. Ils ont refusé l'eau. Oui, dans le Minerai aussi. Et à la même époque, ça m'avait vraiment surpris, les Alsaciens avaient demandé l'eau. Ils ont anticipé les Alsaciens, mais d'une façon incroyable. Et ce qui fait que l'Alsace actuellement peut irriguer ses vignes en AOP. Et en Catalogne, les Catalans l'ont refusé. Et maintenant, évidemment, qu'est-ce qui reste comme solution quand on est pris à la gorge? Il y a l'eau du Rhône où on a appris, c'est vrai, ça se confirme, il y a encore un peu de marge de manœuvre pour tirer de l'eau. Et il vaut peut-être mieux ça que des grandes bassines. Les luttes autour de l'eau vont commencer. Mais surtout, c'est que si on a l'eau sans planter des arbres, jamais on s'intéressera à la plantation d'arbres. Jamais. Puisqu'il n'y a pas besoin. La mer morte a baissé d'un tiers.
mais d'un tiers. Ils irriguent à mort les plantations de citron, les plantations d'avocats. Ils prennent ça dans le Jourdain, qui ne va plus dans la mer Morte. Donc on a un désert qui est en train de s'agrandir. Le croissant fertile, enfin quand même, ben, c'est plus un croissant fertile. Le Sahara, il est humain, le Sahara. Il n'est pas constitutif de la Terre. C'est un désert humain. Il a 3-4 000 ans, le Sahara. Donc, voilà, voilà ma réponse. Hein. Est-ce que la météo nationale a fait des relevés dans le temps sur l'humidité relative qui existait à un certain temps? Et est-ce que ça peut se comparer maintenant? Est-ce qu'il peut y avoir des études? Est-ce qu'on a des graphiques qui montreraient la quantité d'eau qu'on peut capter sur l'humidité relative de l'air? Ce que je peux juste dire, c'est le nerf brun à la terne dont je parlais tout à l'heure. Il est à peu près 4-5 degrés plus bas que les autres arbres, les autres plantes. Et du coup, il capte l'humidité. D'ailleurs, c'est très intéressant pour le mildiou parce qu'il capte l'humidité à hauteur des feuilles et des raisins. Et en plein été, en plein mois d'août, il peut condenser l'équivalent de 3 à 4 mm qu'il va réintégrer dans le sol par son système racinaire sur sa zone racinaire. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc il capte l'humidité de l'air, même en plein été. Oui. Je pense qu'il y a quand même des trucs. Et ça se trouve dans la littérature. Au Chili, ils ont des grands capteurs, parce qu'il y a un vent de la mer face à la cordillère qui fait qu'on arrive sur des grandes bâches à récupérer de l'eau. Et alors, ils ont mis des gouttières de toit là, et ils irriguent comme ça. Et dans des déserts qui sont traversés par des zones venteuses venant de la mer, il y a des éoliennes qui récupèrent de l'eau. Et au bas de l'éolienne, vous avez un robinet. Bon, ça coule pas à flot, hein. Vous récupérez, je sais pas moi, 2 litres d'un jour, une misère. Mais fait, bon, pas de soif déjà. Voilà, c'est bien. Hein. Mais il faut qu'il y ait du végétal.